Vous m'entendez ou pas? Ok, ça va. Alors, donc, je vais faire un partage pour commencer le cours. Rémi, tu as désactivé le partage, je crois. Je peux changer du coup. Le cours, donc je vais suivre le plan du prof. Je vais d'abord vous parler des généralités, puis me focaliser sur la mandibule et puis le maxillaire. C'est bon. Donc, je vais vous donner d'abord, avant de commencer vraiment le cours, des conseils pour réviser l'anatomie. C'est ma méthode. Vous n'êtes pas obligé de la suivre, mais je pense que ça peut vous aider. Donc, moi, ce que je faisais, je regardais les vidéos du prof. Je le faisais d'ailleurs aussi en passe, j'assistais au cours. Et je faisais en même temps les schémas. Ça me permettait de mieux les apprendre, de mieux comprendre, etc. Lorsque, après le cours, je voyais la première fois, ça correspond plutôt à la deuxième fois, le cours. Donc, j'essayais plutôt de visualiser et ne pas directement d'apprendre par cœur, etc. Donc, j'essayais de visualiser et de comprendre. Pour cela, j'utilisais une application, merci, qui m'a sauvé la vie d'ailleurs, Anatomie Atlas 3D. Vous pouvez le télécharger sur le téléphone. Vous pouvez le télécharger sur téléphone. Et il est également sur l'ordi, mais c'est vrai que sur le téléphone, c'est mieux. Sur l'ordi, c'est un peu galère. C'est une application qui est gratuite. Toutefois, vous n'avez pas accès à tout. Du coup, il va falloir payer comme tous les applications de net. Du coup, moi, j'ai préféré payer et du coup, c'est vrai que c'est mieux. J'utilisais également le Netter. Ça permettait d'avoir de voir l'image en 3D, sauf que là, je ne pouvais pas tourner dans tous les sens. Et je faisais également mes propres schémas. Ça aide vraiment beaucoup, même si le schéma est faux ou bien il n'est pas conforme à la réalité, ce n'est pas grave. Tant que vous arrivez à comprendre et que ça vous aide à apprendre, faites-en.
Et c'était la chose que je faisais le plus d'ailleurs. Pour finir, les QCM, on ne cesse de vous les rappeler, les QCM sont vraiment, vraiment importants, surtout en ANAT où on peut avoir des sujets qui tombent. D'ailleurs, si vous regardez les vidéos, faites attention, il y a des profs, ils insistent vraiment sur certaines notions et c'est ces notions qui tombent le plus souvent. Surtout un professeur d'ANAT qui s'appelle, qui est Monsieur Pirot. Soyez vraiment attentifs en cours. Tu peux changer du coup. Tu peux changer. Donc, je vais commencer par les généralités, des bases assez importantes pour mieux comprendre le cours. Alors, la masse faciale, pardon, je n'arrive plus à parler. Le massif facial, qu'est-ce que c'est? Le massif facial, c'est le regroupement de tous les os de la face. Donc, ça a un nom, il faut le retenir. Ce massif facial est assez volumineux, comme vous pouvez le voir dans l'image 1 et dans l'image 2, la vue de face et la vue de profil. Il ressemble à peu près à un prisme triangulaire avec 3 faces verticales. C'est dommage, vous ne voyez pas ma souris, du coup, je ne peux pas vraiment vous montrer. Donc, il a une face postérieure où vous voyez la branche de la mandibule, bah, juste ici, c'est la face postérieure. Voilà, merci Rémi. 2 faces antérolatérales. Vous voyez de face, vous voyez vraiment le massif facial. Et on peut dire donc qu'il est dans la partie antérieure parce que c'est 2 faces et ça va sur les côtés. Donc, c'est antéro-latéral, hein, d'où le nom. Là, c'est simple. Il a également une base supérieure et une base inférieure. Des bases, ce sont des faces qui sont parallèles. Donc, la base inférieure va être circonscrite en avant et sur les côtés par la mandibule. Ça, c'est la face. Enfin, c'est en bas du coup de la mandibule. Et fermée en haut par la voûte palatine. La voûte palatine, c'est une structure osseuse, c'est un palais, sur lequel la langue va reposer. Alors, il a également donc... oui, j'allais dire un truc sur la face postérieure. En fait, cette face postérieure, elle va être limitée latéralement par les 2 branches montantes de la mandibule. Et elle va présenter un orifice postérieur qu'on appelle les coânes, qu'on peut voir dans l'image 3. Je vous ai mis l'image parce que avec le texte, c'est vrai que c'est pas assez parlant. Mais voilà, j'espère que vous arrivez à visualiser à peu près. Donc, sur les faces antérolatérales, là, on va se concentrer sur les faces antérolatérales. On a une ligne médiane. En plus, vous pouvez le voir à peu près, surtout dans la partie jaune. Et de haut en bas, on a donc les reliefs osseux du nez. Puis, on a les orifices antérieurs des cavités nasales. C'est la partie où on a une forme de poire. Oui, d'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter à tout moment et j'essaierai de vous répondre. Donc, je récapitule, les reliefs osseux du nez, en jaune en haut entre les 2 orbites. Juste en bas, en forme de poire, on a l'orifice antérieur des cavités nasales. Puis,
En bas, on a les arcades alvéolaires. Vous voyez vraiment, genre juste au-dessus des dents. Puis en bas, en rose, nous avons la symphyse mentonnière. Maintenant, de chaque côté, de haut en bas, on est encore dans la partie antérolatérale, sauf que là, on n'est plus dans la ligne médiane, mais on est à côté. On a le rebord inférieur de la cavité orbitaire. Puis, on descend, on a la fosse canine. C'est juste au-dessus des dents. Voilà, Révi vous le montre. Et après, les branches montantes de la mandibule. Ça, c'est de chaque côté, de haut en bas. Je vous en parle parce que le prof, il en parle dans son cours et du coup, c'est important. Et on voit que les branches montantes de la mandibule sont sous forme rectangulaire. Alors, le massif facial, où est-ce qu'il est localisé? Il est localisé sous l'étage inférieur de la base du crâne. Vous pouvez le voir, c'est vraiment sous l'os frontal. On le voit dans les deux images. La base du crâne, c'est la partie qui contient l'encéphale. Et d'ailleurs, j'ai un mémo, il est assez connu, pour retenir les os de la base du crâne, et c'est Festo. Donc, F comme frontal, E comme ethmoïdal. Est-ce que là, il y a des questions? C'est pour ça le bruit? Parce que je ne vois pas. Non. Donc, F comme frontal, E comme ethmoïde, S comme sphénoïde, sont heureuses, ouais. T comme temporal et O comme occipital. Attention, c'est différent des os, pas totalement différent. C'est pas, la base du crâne, c'est pas pareil que la voûte du crâne. D'ailleurs, il y a plusieurs différences, mais je vais vous en dire une. Au niveau de la voûte du crâne, nous n'avons pas l'ethmoïde, mais on a le pariétal. Attention, c'est une notion que j'avais vue dans des QCM qui pouvaient tomber. D'ailleurs, le prof, il avait insisté beaucoup sur ça cette année. Alors, le massif facial est composé de deux parties. On peut le découper en deux. Donc, on a la partie en jaune, qui est la mâchoire supérieure. Et la partie en bas, la mâchoire inférieure. Est-ce que je vais trop vite? Dites-moi si je vais trop vite, je peux ralentir. Tu peux changer, Rémi. Merci. Donc, la mâchoire supérieure est composée de 13 os. Elle est beaucoup plus compliquée que la mâchoire inférieure. Donc, elle est composée de 6 os pairs, c'est-à-dire de chaque os, on en a 2. Ils sont latéraux et symétriques. En fait, quand je dis symétrique, c'est symétrique par rapport au plan sagittal. Normalement, mes collègues vous en parlez un peu des plans sagittales, etc. Je vais vous le rappeler du coup. En fait, imaginez une ligne qui coupe la tête en deux. Et donc, vous avez deux parties de tête qui sont similaires, qui sont symétriques. Voilà, ça, c'est le plan sagittal. Donc, on a le maxillaire, le palatin, le lacrymal, le cornet nasal inférieur, les os nasaux et l'os zygomatique. On a un seul os qui est impair et médian et c'est le vomer.
Donc, parmi les 13 os, un seul os impair et 6 os pairs. La mâchoire inférieure, on n'a qu'un seul os, donc c'est beaucoup plus facile. Et c'est la mandibule. Tout à l'heure, elle était représentée en rose. Et c'est un os qui est impair et symétrique. Enfin, si on le coupe en deux, on peut superposer les deux parties. Tu peux changer. Alors, entre la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure, on a une cavité qui est impaire et médiane et symétrique. C'est la cavité buccale. Est-ce que tu peux venir dans les diapos précédents? Encore? Voilà. Là, vous voyez vraiment qu'il y a une démarcation entre le jaune et le rose. Enfin, on voit vraiment que c'est entre les deux mâchoires, la cavité buccale. Oui, c'est bon, tu peux revenir. Merci. Alors, entre cette fois-ci les os du crâne et de la face. Attention, là, ce n'est pas entre la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure, c'est entre les os du crâne et de la face. On a 7 autres cavités. Donc, la cavité nasale, la cavité orbitaire, on a vu dans l'image précédente, hein, même là, c'est vraiment entre, il y a l'os frontal et juste en bas, il y a le maxillaire. On a les fosses infratemporales et les fosses ptérygopalatines. Donc ça, les fosses, c'est un peu plus difficile à visualiser. Du coup, je vous ai mis des images. La fosse infratemporale, donc là, c'est en vert. Vous voyez bien que c'est vraiment sous l'os temporal. Ne mélangez pas avec la fosse temporale qui, lui, se situe vraiment sur l'os temporal. Et on a la fosse ptérygopalatine à ne pas confondre avec la fosse infratemporale. Je vous le dis parce que moi, je comprendais un peu, mais ce n'est pas du tout la même chose. Alors, la différence entre une cavité et une fosse, la cavité, il y a toutes les parois, c'est un peu recouvert un peu de partout. Il y a un plancher, il y a un toit, il y a une paroi latérale, une paroi médiane. L'orbite, d'ailleurs, la cavité orbitaire, c'est un très bon exemple. Sauf que dans les fosses, il y a toujours une paroi qui est absente. Soit il n'y a pas de plancher, soit il n'y a pas de toit, etc. Vous avez des questions ou pas? Non. Ok. On peut passer à la suite, du coup. Oui, j'ai tout dit. Ouais. Ça va être un cours assez court, hein, parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent de passe. Il est beaucoup, beaucoup moins long que le cours en passe. Du coup, voilà. Alors, la mandibule. Donc, la mandibule, c'est le seul os qui fait partie de la mâchoire inférieure. Elle était en rose au tout début. Et c'est également le seul os mobile de tout le massif crânio-facial. Donc, si on prend tous les os du crâne et de la face, le seul qui est mobile, c'est la mandibule. Retenez bien cette notion. Sa mobilité est très importante parce qu'elle va nous permettre la mastication. Grâce à lui, on peut manger. Il permet l'ouverture buccale, on peut parler, etc. Il fait des mouvements d'élévation et d'abaissement, de propulsion, c'est-à-dire la projection
vers l'avant et de rétropulsion, la projection vers l'arrière. Et ces mouvements, notamment, ils vont être réalisés grâce à l'articulation temporomandibulaire et des muscles que vous allez voir avec le professeur dans un cours sur le muscle. Il y a 3 muscles qui seront à apprendre. Donc, je ne vais pas vraiment vous en parler dans ce cours. Alors, l'articulation temporomandibulaire est capable d'effectuer 10 000 mouvements en 24 heures, ce qui est quand même important. Et il faut une grande force pour réaliser ce mouvement. C'est une articulation qui est très importante. Alors, il va constituer le squelette du menton. Donc, il est superficiel, on peut la palper. Il est impermédian et symétrique, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, il est composé d'un corps. Est-ce que tu peux montrer, Rémi, du coup, le corps? C'est juste sous les alvéoles. Voilà. D'une base, c'est juste dans la partie inférieure du corps. Inférieure. Voilà. Et c'est une partie qui est assez épaisse et rugueuse. Puis, on a la partie alvéolaire au niveau des dents. Et les branches. Voilà. Qui sont rectangulaires. La mandibule va avoir un corps qui est vraiment horizontal et à concavité postérieure. Donc, si on regarde en arrière, et là, on le voit vraiment bien, en arrière, dans la partie postérieure, si on regarde, on voit vraiment qu'il est très concave. Et il va avoir une face externe et interne. C'est visible sur le schéma. Voilà, là, c'est la partie interne. Oui, la partie interne et la partie externe. Merci Rémi. Tu me sauves la vie. Alors, c'est bon, on peut passer au diapo suivant. Donc, on va avoir plusieurs vues de la mandibule. On va d'abord commencer par la vue latérale. Alors, au niveau du bord supérieur, nous avons en avant le processus coronoïde et en arrière le processus condylaire. À ne surtout pas mélanger les deux. D'ailleurs, petit mémo technique, condylaire en arrière. Vous voyez que ça rime. Et logiquement, coronoïde, c'est en avant. Voilà, là c'est condylaire, le processus condylaire. Et juste en avant, le coronoïde. Voilà. C'est écrit sur le schéma. Donc, le processus coronoïde, je vais commencer par lui. Il est mince et triangulaire. Est-ce que tu peux venir dans la diapo d'avant, s'il te plaît? Merci. Là, on voit vraiment que le coronoïde, il est mince et triangulaire. Ça ressemble à je crois que c'est un schéma du nether ou bien ça ressemble à un schéma du nether. Vous voyez comment c'est très bien fait. On arrive vraiment à mieux comprendre qu'avec le schéma. Et juste à côté, derrière du coup, il y a le processus condylaire qui lui n'a pas du tout la même forme. Il est composé d'une tête et d'un corps. Voilà, tu peux aller dans la diapo suivante. Merci. Donc, sur le processus coronoïde, il y a un muscle qui va venir s'insérer et c'est le muscle temporal.
comme son nom l'indique, hein, il s'insère sur le muscle temporal et le coronoïde. Le processus coronoïde va avoir un bord antérieur qui va prolonger la crête latérale du bord antérieur de la branche de la mandibule. Ça, on le voit dans le diapo précédent. Là, on voit vraiment que ça prolonge. Est-ce que tu peux montrer avec la souris? Juste, il y a les dents au-dessus. Voilà. Voilà. Vous voyez vraiment que ça prolonge. C'est bon. Son bord postérieur est concave et c'est très visible également dans le schéma. Hein. Je sais que parfois le professeur disait concave, convexe, etc. On ne voyait pas trop pourquoi c'était concave, convexe. Là, vraiment, dans la mandibule, on voit vraiment que c'est concave, etc. Donc, le bord postérieur va limiter l'incisure mandibulaire. Et en fait, l'incisure mandibulaire, c'est entre le processus coronoïde et condylaire. Voilà, il sépare les deux. On va voir en détail après. Puis, on a le processus condylaire, qui lui est composé d'une tête. Là, on vous montre la tête. Ah, il y a une question. Concave en bas. J'aurais dit concave pour le coronoïde ou pour l'incision mandibulaire. Je crois que c'est le coronoïde. J'aurais dit concave en arrière. Ah, inciseur mandibulaire. Je crois qu'il était... Je crois qu'on le voit dans le diapo d'après. Est-ce que tu peux aller dans le diapo d'après? J'en parle. Concave vers le haut. C'est pas concave vers le bas. Imaginez un œil qui est en haut, dans la partie supérieure du coup, et qui regarde en bas. En fait, non, je vais vous expliquer autrement parce que là, je vais vous embrouiller. Vous voyez qu'en gros, c'est concave vers le haut. En fait, c'est un C et les pointes de ce C vont vers le haut. Est-ce que vous avez compris? Ils ne vont pas vers le bas. Là, c'est concave vers le haut et de bas, ça serait plutôt convexe. De rien. Voilà, tu peux venir au diapo d'avant. Alors, donc le processus condylaire, n'hésitez pas à poser des questions hein, s'il y a des notions qui restent floues. Donc, le processus condylaire, il est composé d'une tête et d'un col. La tête, on voit vraiment... Enfin, là, on ne voit pas trop, mais dans le diapo précédent, on voit qu'il est vraiment oblong. Oblong, ça veut dire qu'il est beaucoup plus large que... Ah, j'ai plus le mot. Il est beaucoup plus large que épais, on va dire. Enfin, il est vraiment allongé. Voilà. Il ressemble vraiment à un haricot. Il est vraiment allongé. Il est très large. Donc, et le col, il va être aplati d'avant en arrière. On le voit ici, mais également dans le schéma précédent. Alors, le processus condyle, au niveau du processus condyle, il va s'articuler avec la fossette mandibulaire. Et en fait, la fossette mandibulaire, elle se trouve au niveau de l'os temporal, juste en dessous de la racine de la branche du processus zygomatique. D'ailleurs, on le voit, hein, il est en avant du mythe acoustique externe. Voilà, là c'est juste là. Rémi vous le montre. Là, on a juste la fossette mandibulaire.
On a des ligaments également qui vont s'insérer. On a le ligament latéral et le muscle ptérygoïdien latéral. Attention à ne pas mélanger l'insertion de ce muscle et de ce ligament. Alors, à l'extrémité latérale de la tête, on a le ligament latéral ouvert. Il permet de maintenir l'articulation. Et le muscle ptérygoïdien latéral, lui, il va plutôt s'insérer au niveau de la fossette ptérygoïde et qui est en avant du col. Là, on ne le voit pas. C'est un schéma fait par le professeur en fac. Je ne sais plus si c'est un garçon ou une fille, mais il ne l'a pas représenté. Et ah oui, mémotechnique pour ne pas mélanger l'insertion des deux. Je crois que j'avais vu dans un QCM où on avait mélangé les deux. Donc, c'était un piège. Hein. Le ligament latéral, ligament, ça commence par un L. Du coup, ça s'insère au niveau latéral. Et fossette ptérygoïde et muscle, ptérygoïdien, il n'y a pas de L. Hein. Il n'y a pas de L dans le muscle ni dans le ptérygoïdien. Et du coup, il s'insère juste en avant du col. Alors, le ligament latéral maintient l'articulation temporomandibulaire. En fait, on va dire qu'il permet de renforcer l'articulation. Parce que le fait d'élever, d'abaisser la mandibule, ça demande beaucoup de force. Et du coup, il y a différents muscles, ligaments qui vont venir et qui vont maintenir cette articulation. De rien. Alors, normalement, j'ai fini avec le coronoïde et le condyle. On peut aller dans la diapo précédente. Donc, l'incision mandibulaire, qui a fait sujet d'une question tout à l'heure, il est concave vers le haut. Si vous n'avez pas compris, s'il y a des personnes qui n'ont pas compris, je peux le réexpliquer. Forme de C avec les pointes qui vont vers le haut. On a le nerf et les vaisseaux macériques. Ah, j'ai mal écrit. C'est macétérique. Je vais vous l'écrire en message. Là. Voilà, ça s'écrit comme ça. Macétérique. Donc, on a les nerfs et les vaisseaux macétériques qui vont passer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a le muscle masséter qui vient s'insérer sur le gognon. Voilà. C'est l'angle entre la branche et le corps de la mandibule. Et ce muscle doit être innervé. Et du coup, on a des nerfs et des vaisseaux macétériques qui vont passer par l'incisure mandibulaire. Le muscle masséter, il est très important et il va permettre les différents mouvements de la mandibule. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 3 muscles que vous allez voir en cours et il en fait partie. Puis, nous avons la ligne oblique. Ah, pardon. Sur le gognon, j'ai quelque chose d'autre à dire. En fait, au niveau de la partie interne du gognon, on a le ligament stylo-mandibulaire qui va du processus styloïde en 4 jusqu'à la partie interne de la mandibule au niveau du gognon, mais interne, pas externe. D'ailleurs, ne mélangez pas avec le ligament sphéno-mandibulaire qu'on va voir après. Donc, sur la ligne oblique en pointillé, la ligne oblique externe, on a le
enfin c'est écrit, le muscle buccinateur qui va venir s'insérer. Dans la partie inférieure du corps, au niveau de la base, si dans un QCM, le prof il vous dit dans la partie inférieure du corps ou bien la base, hein, les deux sont justes, il y a le muscle platysma, c'est en marron, en 6, qui va venir s'insérer. C'est le muscle possier du cou, donc qui va constituer le cou et qui va s'insérer sur la mandibule. Alors, le bord postérieur, il est épais, il est arrondi. On le voit dans le schéma d'avant qui venait du nether. Vas-y, si tu peux venir en arrière. Merci. Voilà, ici. On voit non, c'est la partie postérieure. Voilà. Il est épais et arrondi. Et il est en rapport avec la glande parotide, en fait, juste derrière. D'ailleurs, vous pouvez, en mettant vos doigts, sentir la glande parotide. Il est juste derrière la branche de la mandibule. Donc, sa partie antérieure est en contact avec la branche de la mandibule. Il se dépose dans la loge parotidienne. C'est une glande très importante que vous allez voir en cours avec la glande sublinguale et submandibulaire. Dans un autre cours avec le professeur. Alors, son bord antérieur se confond en haut avec le processus coronoïde. Oui, voilà, Rémi vous le montre, hein, vous pouvez très bien le voir. C'est en ligne continue. Et en bas, avec la ligne oblique externe, là, c'est en pointillé. Vous voyez que c'est vraiment une continuité, qu'il n'y a pas un moment où ça se coupe. Alors, je vais voir si j'ai tout dit. Ah, sur le corps, on a le foramen mentonnier qui est en 5. Comme la mandibule, hein, elle constitue le squelette du menton, du coup, foramen mentonnier. Assez simple. Et lui, on va le retrouver au niveau du corps. Et il se trouve au niveau de la première ou deuxième prémolaire. Voilà, juste ici au niveau des dents. Les dents sont un repère pour le situer. Et on a les vaisseaux et nerfs mentonniers qui vont passer. Très simple, hein, ils ont le même nom. Voilà, on va passer au diapo suivant. Alors, la vue médiale. La vue médiale est beaucoup plus compliquée. Comme vous pouvez le voir, hein, il y a plein de fossettes, etc. Les fossettes, c'est l'endroit où les muscles vont venir s'insérer. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de marron. Du coup, il y a beaucoup de muscles. C'est différent de la vue latérale. Voilà, Rémi vous le montre. C'est vraiment différent de la vue latérale où il y a beaucoup moins de muscles. Retenez ça, c'est important aussi. Alors, donc, le corps, il est concave en arrière. Comme vous pouvez le voir dans les schémas précédents, le voyez, de toute façon, je vous l'ai dit plusieurs fois. On a les épines mentonniers. Vous voyez, il y a 2 points marrons. Voilà, ici, on a les 2 épines mentonnières. Pardon. Là, on en a 2, mais comme on a coupé en 2 la mandibule, si on prend l'autre partie, on verra aussi 2 autres épines mentonnières. Alors, ce sont des saillies osseuses qui sont paires. Du coup, voilà, il y a les mêmes dans l'autre moitié de la branche. On a des muscles qui vont venir s'insérer. Le muscle génioglosse et génio-hyoïdien.
Alors, attention à l'insertion de ces deux muscles. Les professeurs, ils aiment bien faire des inversions dans l'IQCM. Donc, génioglosse, ça s'insère sur l'épine mentonnière supérieure et génio-hyoïdien sur l'épine mentonnière inférieure. Pour les retenir, épine mentonnière supérieure, c'est proche des lèvres. Et quand vous pensez à lèvres, pensez à gloss. Vous mettez du gloss sur les lèvres. Et l'épine mentonnière inférieure, elle est en bas, elle est proche de l'os-hyoïde qu'on a au niveau du cou. C'est un os dont vous allez beaucoup en parler cette année aussi, parce qu'il sera à peu près dans tous les schémas. Hein. Et là, c'est facile. Enfin, de toute façon, ce muscle il va s'insérer sur l'épine mentonnier inférieur et sur l'os hyoïde. Donc, puis, nous avons la ligne mylo-hyoïdienne. En fait, là, je vous parle d'abord des éléments qu'il y a dans le corps, puis des éléments au niveau de la branche. Le prof peut vous demander, par exemple, cet élément est au niveau du corps, cet élément au niveau de la branche, etc. Donc, la ligne mylo-hyoïdienne, c'est une ligne qui est très importante. Il va séparer la mandibule en deux parties. Une partie buccale, donc la bouche, et une partie cervicale, le cou. Une partie, c'est la bouche, une partie, c'est le cou. Alors, il va être oblique et il va commencer de l'épine mentonnier inférieure et il va se continuer jusqu'à la partie interne jusqu'à la lèvre interne. Là, on ne voit pas qu'il continue, mais il continue jusqu'à, vous voyez, en marron, il y a le muscle constricteur du pharynx, mais il va se continuer jusqu'à là-bas. Alors, 2 secondes, pardon. J'essaie vraiment de tout vous dire, de dire tout ce que le prof il dit en cours. Comme ça, vous êtes au top pour la rentrée. Alors, donc, on a des muscles qui vont venir s'insérer au niveau de la ligne mylo-hyoïdienne. On a le muscle mylo-hyoïdien qui se trouve en avant. Vous voyez, il y a 2 traits marrons. Celui qui est le plus en avant, c'est le muscle mylo-hyoïdien. Puis, on a le muscle constricteur du pharynx et le raphet ptérygomandibulaire qui est en arrière. C'est la seule chose que vous avez à retenir. Muscle mylo-hyoïdien antérieur, muscle constricteur du pharynx et raphet ptérygomandibulaire en arrière. Donc, il va également séparer la fossette sublinguale et la fossette submandibulaire. La fossette sublinguale, c'est dans la partie supérieure et antérieure, sur lequel va venir s'insérer la glande sublinguale. Et dans la partie postérieure et en arrière, enfin en dessous, on a la fossette submandibulaire, donc en deux, sur lequel va venir se poser la glande submandibulaire. Nous avons également des muscles près de la base. En 3, on a le muscle digastrique qui va venir s'insérer dans la fossette digastrique. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a des fossettes pour les muscles. D'ailleurs, vous pouvez refaire ce schéma à la main et tout. Je pense que ça vous aidera à mieux vous situer. Le bord alvéolaire est assez large, où il y a les dents du coup.
Euh, et il constitue les alvéoles dentaires. En effet, on va avoir des alvéoles dentaires et ces alvéoles dentaires, ils sont séparés par des symptômes interalvéolaires. Vous voyez, entre les dents, il y a des symptômes interalvéolaires. Enfin, là, on ne voit pas trop sur le schéma, mais... Alors, donc, on a des alvéoles dentaires. Dans la mandibule, on a 16 alvéoles et avec des parois qui sont constituées d'os très compacts. Donc, on a 16 au niveau de la mandibule et au niveau du mandibulaire, on en a 16 aussi. Voilà. Ah, pardon. On en a 16 au niveau de la mandibule et au niveau du maxillaire, on en a 16 aussi. La base, elle est donc épaisse. Elle est également arrondie, hein, comme la partie postérieure qui était épaisse, arrondie. Et au niveau de la base, on a l'artère faciale qui va passer par là-bas et le muscle platysma qu'on a vu tout à l'heure. On avait dit que c'était dans la partie inférieure du corps. Là, j'ai dit base, c'est pareil. Le professeur utilise les deux. Soit il dit partie inférieure du corps, soit il dit base. Alors. Ah, j'ai oublié de parler d'un truc. Ouais, je vais vous en parler là, du coup. De toute façon, il fallait que j'en parle. Mais j'avais passé le muscle bâtissement est sur le versant externe. Oui, c'est plutôt sur le versant externe. Tu veux venir à la diapo d'avant? Voilà, en 6. C'est sur la partie externe. C'est bon. Dommage, j'ai pas mis d'image sur ça, mais j'aurais dû. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a beaucoup d'images dessus. On voit vraiment que le muscle platysma il vient s'insérer sur la partie externe et inférieure. Et qu'il est très, très large et long. Voilà, j'allais vous parler de la crête temporale. Alors, la crête temporale, voilà, Rémi vous le montre. Elle va se diviser en deux et elle va former une fourche. Cette fourche, elle est en forme moi j'aurais dit plutôt un Y. Certains disent il a la forme d'un V qui est renversé. Et il va former la fossette rétro-alvéolaire. C'est plutôt c'est le numéro 5. Vous voyez là, il y a un genre de triangle là-bas. C'est la fossette rétro-alvéolaire. Pardon. Donc, cette fossette elle va être bordée en dehors par la crête buccinatrice. La crête buccinatrice, c'est la ligne oblique externe. On a vu tout à l'heure où le muscle buccinateur s'insère, c'était en pointillé. Il a deux noms. Soit le prof peut utiliser ligne oblique externe ou crête buccinatrice. Pardon. En dedans, on a la crête d'insertion de l'aponévrose interptérygoïdienne. Au niveau du bord antérieur de cette crête, on va voir le trigone rétromolaire. C'est en marron, juste en avant de la crête. Voilà, ici, ça s'appelle le trigone rétromolaire. Oui, voilà, c'est comme ça, comme Rémi vous l'a montré. Attendez. Je vais Non. Oui, voilà. En 5, c'est la fossette rétro-alvéolaire. Et le trigone, oui, voilà. Et le trigone, c'est vraiment devant la crête temporale.
où le muscle temporal va venir s'insérer. Et il se nomme le trigone rétromolaire. Voilà, c'était tout sur ce... Ah non, je ne vous ai pas parlé du foramen mandibulaire. Tout à l'heure, on avait le foramen mentonnier qui était dans la partie externe au niveau du corps. Voilà, juste ici. Et là, on a le foramen mandibulaire qui se trouve au niveau de la branche. Du coup, on peut passer au diapo suivant. Là, j'ai décrit le corps. Là, je vais décrire les branches. Voilà. Donc, le foramen mandibulaire, qu'on appelle également le début du canal mandibulaire ou canal dentaire inférieur. La mandibule, elle a un bord alvéolaire et elle constitue les dents qui sont dans la partie inférieure et le maxillaire, les dents dans la partie supérieure. Du coup, logiquement, au niveau du foramen mandibulaire, on a les vaisseaux et nerfs alvéolaires inférieurs qui vont passer. Surtout, ne mélangez pas avec le foramen mandibulaire et le foramen mentonnier. J'avais eu un QCM sur ça en passe, je me rappelle, et j'avais mélangé. Ne mélangez pas les deux. Si ça peut vous aider, on avait dit que la mandibule constitue le squelette du menton. Quand on regarde de l'extérieur, on voit vraiment qu'il on voit le menton, etc. Donc, foramen mentonnier extérieur. Et foramen mandibulaire, c'est pour la partie intérieure. D'ailleurs, ils ne sont même pas au même endroit, pardon. Le temps passe et j'arrive plus à parler. Le foramen mandibulaire, c'est au niveau des branches et le foramen mentonnier au niveau du corps et dans la partie externe. Alors, au niveau de ce foramen mentonnier, en avant, on va avoir l'épine de Spix. Et en arrière, on aura l'antilingua. On voit qu'il y a le ligament sphéno-mandibulaire qui va venir s'insérer, qui va du sphénoïde jusqu'à la mandibule. Tout à l'heure, je vous ai parlé du ligament stylo-mandibulaire qui ne sont pas mélangés. Hein. L'endroit où vous voyez où il y a écrit le muscle ptérygoïdien médial, c'est vers là où on a le ligament stylo-mandibulaire qui s'insère. Et au niveau de l'épine de Spix, c'est le ligament sphéno-mandibulaire. Si vous avez des questions, est-ce que vous avez des questions? Non. Parce que là, c'est vraiment, c'est vrai, la vue médiale de la mandibule, c'est très très difficile. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a également le sillon mylohyoïdien qui n'est pas représenté ici, qui est vraiment en bas du foramen mandibulaire. En fait, ça s'allonge. Et voilà, en bas, voilà, comme ça. Et je crois qu'il y a Non. Je crois que c'est le nerf mylohyoïdien qui passe par là. Il me semble. Oui, je crois que c'est ça, oui. C'est le nerf mylohyoïdien qui va passer par là-bas. C'est facile maintenant. Alors, au niveau de la branche, dans la partie inférieure, dans la partie interne du gonion, on a le muscle ptérygoïdien médial qui va venir s'insérer. On a également d'autres muscles. On a la fossette ptérygoïde. Vous voyez, il y a la tête du condyle, du processus condylaire. Le prof peut utiliser condyle, le processus condylaire, c'est pareil. Juste en bas, il y a la fossette ptérygoïde au niveau du corps. Et c'est le muscle ptérygoïde latéral qui va venir s'insérer. Ne mélangez pas avec le muscle ptérygoïde médial. Le muscle ptérygoïde médial en bas, au niveau du gonion,
le muscle ptérygoïde latéral au haut, au niveau de la fossette ptérygoïde. Je sais que parfois j'insiste beaucoup, mais comme c'est important et c'est en répétant qu'on apprend, c'est pour ça que j'insiste. Alors, pardon. Alors, personne ne m'a posé les questions, mais je vais vous le dire. Vous voyez là en bleu, au niveau de la tête du processus condylaire, enfin c'est en bleu, c'est parce qu'il y a du cartilage hyalin. Et le cartilage hyalin, on le trouve au niveau des zones d'articulation. Parce qu'on avait dit que le processus condylaire, il va s'articuler avec l'os temporal. Alors, voilà, j'ai fini. Tout à l'heure, je vous ai parlé, je crois, de la crête temporale dans la partie corps, mais en fait, non, la crête temporale, c'est au niveau des bronches. Là, on le voit en plus sur le schéma. Alors, normalement, je vais voir si c'est tout. Oui, c'est tout sur la vue médiale. On peut passer au diapo suivant. Il y avait une question, je ne sais pas si tu as répondu. Ah, non, j'avais pas vu. Y a-t-il une liste des structures qu'on a besoin de savoir quelque part par chance? Faut vraiment tout savoir. Ce que je dis là, c'est vraiment tout ce que le prof il dit en cours. Mais pour savoir vraiment s'il y a des structures que vous avez besoin de savoir, écoutez les profs, parce que je sais qu'ils insistent, surtout le professeur Pirot, je vous ai dit au début, il insiste vraiment sur des notions et c'est ça qui tombe. Mais apprenez quand même tout. Parce qu'en en médecine, on doit vraiment tout apprendre parce qu'on ne sait jamais sur quoi ça peut tomber. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à tes questions. Alors, vue supérieure de la mandibule. Donc, la mandibule, on voit bien en vue supérieure qu'il est en forme de fer à cheval et que le condyle, là, le processus coronoïde n'est pas représenté. Enfin, si, en avant, mais ce n'est pas le but. Oui, là, voilà, juste là. Donc, le processus condylaire, pardon, est aplati d'avant en arrière. Donc, tout à l'heure, dans les autres vues, on avait vu que c'était vraiment le col qui était aplati d'avant en arrière. Là, en vue supérieure, le professeur n'a pas précisé, il a juste dit que le condyle est aplati d'avant en arrière. Il est très saillant médialement, vous pouvez le voir. D'ailleurs, vous pouvez le sentir au toucher. Quand vous touchez au niveau de la mandibule, au niveau des condyles, vous voyez que c'est très saillant médialement. Les deux condyles vont faire un angle de 130-140 degrés qui est ouvert en avant. Notion à retenir. Et c'est un angle qui est important parce que, en fait, lorsqu'on a des fractures, etc., on va regarder si cet angle est respecté ou pas. Voilà, c'est tout. Je peux passer au diapo suivant. Enfin, on peut passer. Donc là, je vais parler de l'articulation temporomandibulaire. Alors, l'articulation temporomandibulaire. C'est une articulation qui est très importante, compliquée un peu à comprendre. C'est la seule articulation mobile de la face. C'est logique, hein, la mandibule est le seul os mobile de tout le massif crânio-facial. Du coup, logiquement, l'articulation temporomandibulaire est la seule articulation mobile de la face. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il est capable de faire 10 000 mouvements en 24 heures. C'est une articulation qui doit rester stable pour faire
pour faire les différents mouvements. C'est pour ça qu'on a des ligaments, etc. Donc, alors, il est bicondylaire. Pourquoi bicondylaire? Parce qu'en fait, c'est tout. Enfin, c'est vraiment logique, hein. On a deux processus condylaires. Et du coup, comme lorsque on va parler, par exemple, les deux vont se mettre en mouvement. Du coup, c'est pour ça qu'on dit bicondylaire. Il est synovial complexe. En fait, il y a du liquide synovial dans l'articulation. Il est ellipsoïde. Je vous ai représenté en deux l'articulation ellipsoïde. Donc, il peut faire des mouvements dans les trois plans de l'espace, hein. On a vu tout à l'heure, il pouvait faire des mouvements d'élévation, d'abaissement, de propulsion, de rétropulsion, etc. Donc, une mobilité très importante. Alors, contrairement à ce que l'on peut penser, la surface articulaire sont au nombre de 3. Ça, j'avais vu au concours, on passe au deuxième semestre. Il y avait un piège dessus où le prof il avait dit que les surfaces articulaires sont au nombre de 2. En fait, non, ils sont au nombre de 3. Ils sont recouverts de fibrocartilage. Le fibrocartilage, c'est en bleu. Vous pouvez le voir, on le trouve au niveau du processus condylaire, au niveau de la tête. La tête est complètement recouverte. Et on le trouve également au niveau de l'os temporel, en 6. Au niveau de... Donc, sous la racine de l'arche du processus zygomatique. Ouais, c'est ça. Cette articulation se trouve en avant du conduit auditif externe et de la mastoïde, le 1 et le 2, qui font partie de l'os temporal. Donc, on a 3 surfaces articulaires, la surface articulaire temporale, le disque articulaire, oui, voilà, Rémi vous le montre. Merci. Et la surface articulaire mandibulaire sur le processus condylaire. Donc, alors, je vais vous parler du disque articulaire. Le disque articulaire est biconcave. Enfin, c'est comme s'il y avait deux parties. Là, c'est plutôt, on dirait, un triangle. Enfin, comme s'il y avait deux triangles. Et ces deux triangles sont unis par une lame fibreuse intermédiaire. Et le disque articulaire, il est tout en bleu, hein. Ça veut dire qu'il est totalement recouvert de cartilage, de fibrocartilage. Il va adhérer, il est vraiment placé dans la face profonde de la capsule articulaire. En fait, il va être maintenu dans cette position grâce à deux ligaments. Le ligament ménisco-antérieur et le ligament ménisco-postérieur en vert foncé. Et en fait, pourquoi ligament ménisco? Le disque articulaire, c'est un ménisque et du coup, d'où le nom. Voilà. Donc, le disque articulaire va séparer la cavité en deux parties. On aura une partie supérieure et une partie inférieure. Et il sera, le tout va être contenu dans une capsule articulaire. Tous les éléments que j'ai cités, les ligaments, le disque, le liquide synovial qui est en rose pointillé, tout ça va être contenu dans la capsule articulaire qui est en violet foncé. On voit vraiment que ça entoure. Donc, on a également une membrane synoviale. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est la capsule articulaire. On a également une membrane synoviale en rose. Là, c'est pointillé, mais en très plein. Qui vient entourer
les surfaces où il n'y a pas de cartilage. Sur le schéma, ça entoure un peu le disque articulaire. Je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, mais normalement, ça n'entoure pas les surfaces où il y a, où il y a du cartilage. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne pourra pas faire du coup les différents mouvements. Si ça entoure les cartilages, on ne pourra pas faire les différents mouvements. La mandibule ne pourra pas faire les différents mouvements. On va avoir également d'autres ligaments qui ne sont pas représentés ici. On a les ligaments collatéraux qui sont proches de l'articulation et les ligaments à distance qui vont maintenir l'articulation comme le ligament latéral qu'on avait vu tout à l'heure. On peut passer à la diapositive suivante du coup. Donc, le maxillaire, je vous rassure, il est beaucoup plus, enfin, pour ce moment, il est plus simple que la mandibule. Alors, on a vu donc, la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. La mâchoire supérieure, elle est composée de 13 os. Et l'os le plus important, c'est l'os maxillaire et c'est le seul à retenir. Les autres os, je pense que vous allez les voir, enfin, vous les verrez pas cette année, quoi. Alors, c'est donc l'os principal, il est très volumineux. C'est le plus volumineux de la mâchoire supérieure. Il est sous-cutané. Comme la mandibule, on peut la palper. Il est non mobile, contrairement à la mandibule. Parce qu'on avait dit, hein, la mandibule, c'est le seul os mobile de tout le massif crânio-facial. Une notion importante à retenir. Donc, il est non mobile. En plus de ça, il est pair, alors que la mandibule est impair. Hein. On a deux os maxillaires, un à droite et un à gauche. Et sa particularité, c'est de s'articuler avec tous les os de la mâchoire supérieure. Il va former l'arcade dentaire supérieure. Là aussi, on a des alvéoles dentaires. Et du coup, avec la mandibule, ils vont former l'ensemble des dents. Sa forme, le professeur le décrit comme un pyramide triangulaire. Il a un corps, 3 faces, une base, etc. La base, c'est la partie qui forme le plancher de l'orbite. Vous pouvez le voir dans l'image 2. Ça forme vraiment le plancher de l'orbite. Alors, donc, il est composé d'un processus frontal, qui va s'articuler donc avec l'os frontal, d'où le nom, on le voit bien dans l'image 2. Il a un processus zygomatique qui va s'articuler avec le processus zygomatique. Il a un processus palatin qu'on ne voit pas ici, ce sera plutôt dans la partie interne. Et il a également un bord alvéolaire. Il a 3 faces, une face temporale, une face infratemporale. Voilà. N'oubliez pas qu'il a une face infratemporale et temporale. Une face jugale, et la face jugale, c'est vraiment, vous voyez les pommettes, vraiment sous la peau de la joue. On peut les sentir en palpant. Alors. Donc là, on a la vue antérieure de l'os maxillaire. On a une crête qui est la crête lacrymale antérieure. Et on le trouve dans la partie supérieure du processus frontal.
Rémi vous le représente, voilà. On le voit aussi dans l'image 2. Il y a écrit Anterior Lacrimal Crest. Trop bien mon accent en anglais. Alors, donc dans la partie supérieure du processus frontal, et je crois que là, il y a des nerfs et des artères qui... Ah non, pardon, c'est pas là. Désolée, j'ai rien dit. On a également le sillon infraorbitaire qui se trouve au niveau du plancher de l'orbite, en sachant que le plancher de l'orbite, il fait partie de l'os zygomatique. Il va jusqu'à la partie antérieure du processus, de l'os zygomatique, le sillon infraorbitaire, et c'est là où il y a des nerfs, des artères qui vont passer. Juste au-dessus des dents, on a la fosse canine, qui est une légère dépression. La flèche vous le montre. On le voit bien dans l'image numéro 3 en jaune, la fosse canine, où c'est un peu en marron, hachuré en noir. Après, on a la face jugale, qui est beaucoup plus décrit que les autres. Du coup, il doit être un peu plus important. Enfin, le prof l'a beaucoup plus décrit. La face jugale va être antérieure et sous-cutanée. Il est vraiment sous la peau. Vous pouvez également la sentir en la palpant. Il est limité en haut par le bord infra-orbitaire. Donc juste sous l'orbite. Et en bas par le bord alvéolaire, juste au-dessus des dents. Ça, c'est les limites. Hein. Et médialement, on a l'incisure nasale. Et en fait, cette incision nasale, vous voyez, il va former les parois latérales du nez. Il y a une ouverture piriforme et les parties latérales, c'est formé par le maxillaire via l'incisure nasale. Voilà. Ok. Du coup, cette incision nasale va avoir une extrémité qui est inférieure, juste dans la partie en bas, qu'on appelle l'épine nasale antérieure, qui est acérée. On voit vraiment que le maxillaire, en fait, il va constituer les parties latérales, le contour, etc. Du nez. Donc, l'os maxillaire, il s'articule également avec le maxillaire controlatéral. Hein. Et dans la face jugale, on va avoir le foramen infraorbitaire, donc juste sous l'orbite. Et c'est le petit trou que vous pouvez voir dans l'image 3. Et il sera également... Et en bas, on aura également le jugum, qu'on appelle également la bosse. Et on aura également la fosse canine. La fosse canine, le jugum et le foramen infraorbitaire, ils font partie de la face jugale. Donc voilà, ici, c'est un peu que descriptive. Voilà. Donc, on peut passer aux diapositives suivantes. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, la vue médiale de l'os maxillaire. Donc, je vais d'abord vous parler de la face nasale. Donc, je l'ai répété dans le diapositive précédent, hein, il va constituer la paroi latérale de la fosse nasale. La fosse nasale, c'est où on a l'ouverture piriforme en forme de poire. Il est creusé par le hiatus maxillaire
Là, j'ai pas mis de schéma, mais vous pouvez même voir sur Internet, il y a vraiment un grand trou. C'est le hiatus maxillaire. Puis, nous avons le processus palatin qui est assuré. Enfin, s'il est comme ça veut dire qu'en fait, il a été coupé. Et donc, c'est la partie osseuse du palais. C'est celui qui va constituer le toit de la cavité orale, comme le palais, hein, qui était le plancher de la cavité orale. Il est constitué d'os. Alors, il est très épais. En plus de cela, il est solide. Il a une face supérieure qui est assez lisse et une face inférieure qui est rugueuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a de nombreuses... Ah, attendez, je suis perdue là. Parce qu'en fait, on a... il y a de nombreux trous dans la partie inférieure. Alors, son rôle va être de séparer la cavité nasale et la cavité buccale. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est épais et solide, hein. Il faut vraiment une séparation entre la cavité nasale et buccale. Ces deux éléments n'ont pas la même fonction. Nous avons la crête concale, c'est en 9. Et en fait, cette crête concale va s'articuler avec le cornet nasal inférieur. Pardon, la crête concale, c'est en 8. Désolée. La crête concale, donc, il s'articule avec le cornet nasal inférieur. Le cornet nasal inférieur, c'est vraiment un os qui est à part, qui fait partie de la mâchoire supérieure. À ne pas confondre avec le cornet nasal moyen et le cornet nasal supérieur. Le cornet nasal moyen et le cornet nasal supérieur, ils font partie de l'éthmoïde, de l'os ethmoïdal. D'ailleurs, juste au-dessus de la crête concale, nous avons la crête ethmoïdale qui, lui, va s'articuler avec le cornet nasal moyen, qui, je le répète encore une fois, fait partie de l'os ethmoïdal. Puis, nous avons le sillon grand palatin. En fait, c'est un hémisillon. Donc, avec l'autre partie du maxillaire, le maxillaire contralatéral, il va former un sillon complet. Ah non, attendez. Non, je dis n'importe quoi. Donc, c'est un hémisillon, le sillon grand palatin, qui va s'articuler pas avec le maxillaire contralatéral, mais il va s'articuler avec le sillon qui se trouve au niveau de l'os palatin. Et il va former un canal là, dans lequel on a le nerf grand palatin qui va passer. Là, c'est facile. Palatin, c'est toujours la même chose. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le processus palatin est perforé par le foramen incisif qui est en rouge. Donc, j'ai fini également avec le maxillaire. Le maxillaire, c'est un peu plus descriptif par rapport à la mandibule. C'est tout. Donc, on va passer au QCM. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais attendre un peu pour voir vos questions. Vous pouvez activer également vos micros hein, pour parler, pour poser votre question. Vous n'êtes pas obligé d'écrire. Ah, merci. Trop gentil. Ah, j'essaie de ne pas être monotone pour que ça rentre, quoi.
Merci, trop gentil. Du coup, on peut passer au QCM. Voilà. Rémi, tu peux changer la diapo. Voilà. Donc, moi, ce que je comptais faire, c'est de vous laisser 1 minute 30 et après d'afficher les questions. Dites-moi si ça vous va ou on peut faire autrement. Bon, du coup, je vais faire comme ça. Je vous laisse 1 minute 30. Vous pouvez écrire les réponses si vous voulez. Voilà, on peut passer aux diapositives suivantes. Rémi, du coup, on peut changer de diapositive, s'il te plaît. Merci. Alors, vous êtes fort, hein? Oui, c'était DE. Alors, le muscle géno-hyoïdien s'insère sur les épines mentonniers supérieures et non, c'est sur les épines mentonniers inférieures parce que les épines mentonnières inférieures sont proches de l'osioïde, ce que j'ai répété en cours. Et les épines mentonnières supérieures, c'est le muscle génioglosse qui va venir s'insérer. La fossette digastrique est située sur la branche de la mandibule. C'est faux, c'était dans la partie, c'était dans le corps, en avant et dans la partie inférieure de la mandibule. Le muscle temporal s'insère sur le processus condylaire qui est situé en avant. C'est faux, c'est sur le processus coronoïde. Oui, la suite, c'était bon. Hein. C'est vrai que le processus coronoïde est situé en avant, sauf que ce n'était pas condulaire, mais c'était coronoïde. Le condulaire, il sert à l'articulation où il y a le ligament, un ligament qui va venir s'insérer, le ligament latéral, et le muscle ptérygoïde latéral. Alors, le ligament latéral s'insère sur l'extrémité latérale de la tête du processus condylaire, oui, pour maintenir l'articulation. L'incisure mandibulaire permet le passage des nerfs et vaisseaux massétériques. Là, je l'ai bien écrit. Hein. Oui, pour innerver le muscle masséter. On peut passer au QCM suivant. Je ne sais pas si vous entendez ma mère parce que je suis dans la cuisine et ma mère elle fait un peu de bruit. Du coup, je lui fais signe de tête pour qu'elle arrête. Alors là, je vais vous laisser encore 1 minute 30. Voilà. J'attends vos réponses.
Allez, n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas honte non plus. Comme ça me permet de voir s'il y a il y a des choses que vous n'avez pas compris et de réexpliquer. Voilà, on peut passer au diapositive suivant. Alors, le ligament stylo-mandibulaire s'insère sur l'épine de Spix. C'est faux, bien évidemment. Le ligament, c'est le ligament sphéno-mandibulaire qui s'insère sur l'épine de Spix. Le ligament stylo-mandibulaire, c'est dans la partie interne également, mais c'est au niveau, dans la partie inférieure des branches de la mandibule, au niveau du gognon. Donc, la fossette ptérygoïde donne insertion au muscle ptérygoïdien médial. Ça, je l'avoue, c'est compliqué, mais en fait, c'est le muscle ptérygoïdien latéral qui va s'insérer dans la fossette ptérygoïde. Rappelez-vous, la fossette ptérygoïde, c'est au niveau du col, du processus condylaire, et le muscle ptérygoïdien médial, même moi j'ai oublié, c'est dans la partie inférieure de la branche de la mandibule. Alors, la fossette rétroalvéolaire est bordée en dehors par la crête buccinatrice. Oui, où il y a le muscle buccinateur qui s'insère, et en dedans par la crête d'insertion de l'aponévrose interptérygoïdienne. C'est vrai. Alors, il y en a certains, c'est des annales, et d'autres, c'est moi qui a inventé complètement avec le cours, où je me suis inspirée des annales. Là, à vue d'œil, alors, est-ce que là, il y a quelque chose des annales? Je vais regarder. La face médiale est concave en dedans. Je crois que ça, c'est un annale. La B, je ne sais plus si c'est un annale ou pas. C'est moi. Mais enfin, j'essaie vraiment d'être très d'être représentative des annales. De toute façon, vous allez voir avec les QCM du TAM, ils sont vraiment trop bien parce que genre, c'est vraiment très représentatif des annales et avec les mêmes avec la même difficulté. Alors, le condyle et le condylaire sont recouverts de cartilage. Non, c'est faux. C'est uniquement le processus condylaire. Tu peux passer du coup au diapositive suivant, enfin au QCM suivant. Euh, Excusez-moi, en fait, dans le QCM numéro 3, la E, j'ai oublié de modifier. J'ai mis la bonne. Enfin, j'ai changé après. Vous allez voir dans la correction. En fait, j'ai mis le processus palatin et épais et solide. Désolée, je l'ai oublié ici. Je vous l'ai écrit du coup. J'attends vos réponses.
On peut passer à la correction, je pense. Alors, l'os maxillaire est un os. Ah, en fait, non, je ne l'ai pas changé. C'est bizarre. Je pensais l'avoir changé. Ouais, non. Je pensais l'avoir changé après, mais en fait, non, je ne l'ai pas changé. Bon, je sais de toute façon, les gens qui ont mis E, ils ont mis E vrai parce que c'était le processus palatin épais et solide. Donc, l'os maxillaire est un os impair de la face. C'est faux, c'est un os pair. J'ai beaucoup insisté dessus. La face jugale est antérieure et sous-cutanée. Ça, c'est vrai. Au-dessus des dents se trouve la fosse canine. C'est vrai aussi, c'était une dépression. La face jugale est limitée en haut par le bord infraorbitaire et en bas par le bord alvéolaire et par l'incisure nasale médialement. Oui, il est juste en dessus de l'orbite, juste au-dessus des dents et au niveau médial, on a l'incisure nasale qui constitue les parties latérales du nez. Voilà. On peut passer au QCM suivant. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous êtes forts, hein, vous êtes des monstres en vrai. Après, je ne sais pas, peut-être que c'est mes QCM qui sont faciles. Mais non, moi, je pense que c'est parce que vous êtes trop forts. Lui, je crois qu'il est un peu plus compliqué. Bon, du coup, on peut passer, je pense, à la correction. Alors, ça, c'était plus dur. Donc, en avant du hiatus maxillaire, on trouve le sillon lacrymal et en arrière de ce sillon, le sillon lacrymis. Là, je sais que c'était un peu méchant. Et en fait, j'ai dit sillon lacrymis. En fait, le sillon lacrymis n'existe pas, c'est le conca lacrymis. Il y a des gens qui ne sont pas tombés sur ce piège, bravo. Et ceux qui sont tombés, c'est pas grave. Enfin, c'était un peu compliqué. Du coup, cet item. La crête concale s'articule avec le cornet nasal moyen et la crête ethmoïdale s'articule avec le cornet nasal inférieur. Là, j'ai fait une inversion. Du coup, parfait. Genre, il n'y a personne qui a dit la B. Je suis trop contente. Et,
Et en fait, c'est la crête concale qui s'articule avec le cornet nasal inférieur et la crête ethmoïdale qui s'articule avec le cornet nasal moyen. Voilà. Donc, le cornet nasal inférieur, c'est un cornet qui est vraiment à part. Du coup, ça peut être du coup, logiquement, il ne peut pas faire partie il peut pas s'articuler avec la crête ethmoïdale. Au-dessus des dents, on trouve la fosse canine. C'est une dépression très importante de l'os maxillaire. Ça, c'est vrai. La crête lacrymale se situe sur la partie postérieure du processus frontal. Ça aussi, trop bien, vous n'êtes pas tombé dans le piège. C'est la partie antérieure du processus frontal. Et le sillon palatin laisse passer les nerfs grands palatins, ça c'est vrai. Et voilà, enfin, retenez que sillon palatin, grand palatin et lancer palatin. Voilà, on peut passer au dernier QCM. Merci beaucoup Rémi. Je pense que là, on peut passer à la correction. Merci. Alors, c'était ABC. L'articulation temporomandibulaire effectue 10 000 mouvements par 24 heures. Oui, ça, c'est vrai. C'est la seule articulation mobile de la face, bien évidemment, parce qu'en fait, c'est un peu logique parce que l'articulation temporomandibulaire, non, parce que la mandibule est le seul os mobile de tout le massif crânio-facial. Le fibrocartilage est maintenu par les ligaments méniscaux postérieurs et antérieurs. Ça aussi, c'est vrai, qui lui permettent de le maintenir dans sa position. La tête de la mandibule forme un angle de 120-140 degrés avec son homologue. Non, c'est un angle de 130-140 degrés. Là aussi, c'est un peu méchant. Les surfaces articulaires sont au nombre de 3. Non, ils sont au nombre de... sont au nombre de 2. Non, ils sont au nombre de 3. Le disque articulaire, la surface articulaire temporale et la surface articulaire au niveau de la mandibule. Voilà, j'ai fini avec les QCM. On peut passer au diapositive suivant. Du coup, merci pour votre attention. Merci de m'avoir écouté et d'avoir participé au QCM et d'avoir posé des questions. Merci à Rémi aussi. Merci beaucoup d'ailleurs. Parce que je ne savais pas pourquoi je n'arrivais pas à faire un partage d'écran. Ben, écoute, je t'en prie. Merci à toi d'avoir présenté le cours. De rien.
En plus, tu l'as trop bien fait. C'est comme si genre, c'était moi qui montrais. Bon, bah tant mieux alors. Euh, j'ai mis mon Facebook. Du coup, vous pouvez me poser des questions dessus. Euh, oui, tu peux m'écrire sur Discord. Attends, je vais te le mettre ici. Je vais regarder si c'est ça parce que ça fait pas longtemps que j'ai Discord. Voilà. Vous pouvez me poser des questions sur ce cours ou sur un autre cours que vous ne comprenez pas. Vous pouvez également me poser des questions sur mon parcours, sur la licence que j'ai faite. Vous pouvez me poser tout ce que vous voulez. Vous pouvez même venir me parler si vous si vous vous sentez pas bien, etc. N'ayez pas peur, je peux répondre un peu tard parce que je suis en stage jusqu'au 9 septembre. Du coup, si je ne vous réponds pas pendant 3-4 heures, c'est normal, hein. Mais je vous répondrai forcément. Voilà, je suis en stage à l'hôpital Nord. D'ailleurs, je vais recommencer à 13 heures. Du coup, voilà, c'est tout. Merci encore et bon courage et à bientôt. Salut Elif, merci. De rien, merci à toi Rémi.